Le podcast de la CPTS Paris 8. Nicolas Mignot, tu es cardiologue, rythmologue plus exactement, à l'Institut Montsouris. Et je t'ai fait venir aujourd'hui parce qu'on va parler d'insuffisance cardiaque. Et dans l'insuffisance cardiaque, on sait qu'il y a des traitements médicamenteux, mais il y a aussi des traitements non médicamenteux, comme par exemple la réadaptation cardiaque, mais aussi la rythmologie. Alors le champ du rythmologue dans l'insuffisance cardiaque est quand même assez important. Tu peux nous dire? Alors bonjour. Alors effectivement, en tant que rythmologue, en quelque sorte, on dit parfois électricien du cœur, l'apport de la rythmologie dans le domaine de l'insuffisance cardiaque peut être conséquent. On peut, à mon sens, séparer deux cas de figure. Le premier, c'est le cas où le trouble du rythme ou l'anomalie rythmique, disons, va venir provoquer, soit à elle seule, soit aggraver une insuffisance cardiaque préexistante. À ce moment, du coup, la correction de l'anomalie rythmique va permettre d'améliorer, de corriger la partie de l'insuffisance cardiaque qui est provoquée par cette maladie électrique. Cette correction se fait par médicament Alors, ou par... c'est bien souvent des techniques interventionnelles. Je vais vous prendre quelques exemples du coup. Premier cas assez classique, c'est par exemple un cas où le cœur du patient est trop lent, donc ce qu'on appelle bradycardie. Quand le cœur est bradycarde, ce qu'on peut qualifier d'insuffisance chronotrope sur le plan technique, le fait que le cœur ne s'accélère plus peut générer par définition une insuffisance de la fonction pompe du cœur, donc une insuffisance cardiaque qui peut être à elle seule le problème ou venir aggraver un patient qui a une insuffisance cardiaque sous-jacente, ce d'autant que les traitements médicamenteux prescrits, j'entends par là bien souvent les bêta-bloquants, vont venir provoquer un ralentissement qui est parfois mal supporté ou très mal supporté. Dans cette configuration, du coup, l'implantation d'un stimulateur cardiaque va venir corriger le problème, permettre au cœur d'avoir une fréquence normale, de s'accélérer normalement et de supporter les traitements qui vont pouvoir être par la suite instaurés à bonne dose pour corriger l'anomalie cardiaque sous-jacente. C'est un premier point. Autre exemple, les cas où l'insuffisance cardiaque est provoquée par une arythmie, un trouble du rythme. Donc il peut y avoir des causes d'insuffisance cardiaque qui sont, encore une fois, parfois multiples, mais parmi ces causes, une anomalie rythmique va venir aggraver la fonction cardiaque. Je vais prendre deux grands exemples classiques. Le premier exemple, c'est la fibrillation atriale, donc, qui est une arythmie des oreillettes, qui, chez certains patients, peut être mal supportée, d'autant moins bien supportée qu'il existe une maladie cardiaque sous-jacente. Quelqu'un qui soit n'a pas de maladie cardiaque à la base, soit a une maladie cardiaque de type insuffisance cardiaque et qui va développer par-dessus une anomalie rythmique, va voir sa condition détériorée, dégradée par ce problème rythmique que l'on peut corriger. La rythmologie, du coup, est d'un grand apport dans ce cas-là par les techniques interventionnelles comme l'ablation, qui est un traitement endovasculaire qui consiste à effectuer des cautérisations sur les foyers d'arythmie pour venir traiter directement à l'intérieur du cœur l'origine de l'arythmie et tenter de la corriger. Nous avons des mécanismes similaires dans d'autres cas, par exemple les extrasystoles ventriculaires qui, quand elles sont en très grande abondance, vont venir dégrader la fonction cardiaque et là encore peuvent être accessibles à des traitements interventionnels du même type, donc qu'on appelle ablation. Dernier exemple dans ce qui est de la correction d'une anomalie électrique pour venir améliorer l'insuffisance cardiaque, c'est le cas des asynchronismes. Alors les asynchronismes, donc ça suppose qu'il existe un trouble de la synchronisation de la contraction des parois du cœur. Un cœur, pour qu'il se contracte efficacement, doit voir ses parois s'activer, se contracter en même temps. Comme quand vous voulez arroser quelqu'un avec une pompe, il faut appuyer des deux côtés en même temps pour que l'arrosage soit efficace. C'est exactement la même chose pour la fonction hémodynamique du cœur. Il arrive des cas où les parois sont activées en déphasage. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un asynchronisme. Cet asynchronisme, il peut être de plusieurs natures, soit spontané, chez les gens qui ont un bloc de branche gauche surtout, soit provoqué chez des patients qui, préalablement,
ont été implantés d'un stimulateur cardiaque et sont devenus dépendants d'une stimulation monochambre permanente, c'est-à-dire stimulée dans une seule cavité. Ces patients-là, quand ils développent une insuffisance cardiaque, vont voir leurs conditions aggravées par cet asynchronisme. Et de fait, cet asynchronisme va poser problème et être accessible à une correction par ce que l'on appelle une resynchronisation. Donc on va pouvoir, nous, rythmologues, proposer aux patients des techniques interventionnelles de stimulation cardiaque. Alors il y a plusieurs façons de le faire, mais la finalité, c'est de provoquer une contraction synchrone des parois pour améliorer par la correction de cet asynchronisme la fonction pompe cardiaque et permettre de gagner quelques points de fraction d'éjection, ce qui va contribuer à l'amélioration de l'état clinique, échographique et général du patient. Donc, tout ça, c'est le grand chapitre de la correction du trouble du rythme qui va permettre une amélioration de la fonction cardiaque dans le cadre d'une insuffisance cardiaque qui est soit exclusivement provoquée par cette anomalie rythmique, ce qui est assez rare, soit aggravée par cette maladie rythmique, parce qu'on sait bien que l'insuffisance cardiaque est souvent multifactorielle. Elle peut être le fait d'un problème de plomberie, comme on peut dire, d'anomalie coronaire, après un infarctus par exemple, et aggravée par un problème électrique qui va se développer par la suite. C'est un cas assez classique. Sur les cœurs très dilatés, par exemple, quand il y a une dilatation énorme en fait du cœur, très souvent il y a un asynchronisme qui se situe à l'intérieur même de la paroi cardiaque à cause de la fibrose, à cause de plein de choses, et puis le fait simplement d'être trop gros. Et donc là, ça devient... Est-ce que vous mettez des sondes aussi dans le ventricule droit ou plusieurs sondes dans le ventricule gauche? Ça se passe comment en fait pour arriver à faire synchroniser tout ça? Alors, il y a deux grandes façons de traiter l'asynchronisme. La façon classique, consiste en l'implantation de deux sondes. Donc, une sonde qui va être vissée dans le ventricule droit, l'abord étant généralement veineux, sous clavier. On arrive à positionner notre sonde en traversant la valve tricuspide et à visser notre première sonde ventriculaire droite à l'intérieur du ventricule droit. Donc ça, c'est la première sonde qui va stimuler la paroi septale des ventricules. Et la deuxième sonde va être implantée sur la paroi latérale du ventricule gauche en empruntant le réseau veineux de drainage du cœur, qu'on appelle le réseau du sinus coronaire, donc qui est une grande veine qui se jette dans l'oreillette droite et par laquelle on va pouvoir faire cheminer une sonde qui va être positionnée, coincée en quelque sorte dans une petite veine sur la paroi latérale du ventricule gauche. Donc ça, c'est l'implantation classique des pacemakers ou des défibrillateurs, donc on en reparlera après, donc des dispositifs de stimulation qui sont qualifiés de multichambres, multisites, biventriculaires ou triple chambre selon qu'on rajoute ou non une sonde dans l'oreillette également. Maintenant, plus récemment, il y a des procédés de stimulation des voies de conduction physiologique, c'est-à-dire qu'on peut réussir, grâce à des sondes un peu spéciales, à envoyer l'influx électrique directement sur la branche gauche, qu'on appelle la stimulation de branche gauche, avec des sondes qui se vissent dans le septum du ventricule droit, qui vont permettre d'apporter l'impulsion électrique directement sur ce qu'on appelle le réseau de Purkinje, qui est le système électrique interne du cœur, et provoquer d'emblée une contraction homogène du ventricule pour corriger cet asynchronisme. Donc, c'est des techniques assez récentes qui se développent de plus en plus et qui donnent d'excellents résultats sur les premières études. Très bien. Alors, un autre chapitre quand même dans l'insuffisance cardiaque, c'est que la plupart du temps, le pronostic de cette maladie est lié au trouble du rythme et que vous avez une autre encore option à proposer dans le traitement non médicamenteux, c'est les défibrillateurs implantables. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement. Donc ça, c'est le deuxième grand chapitre du rôle du rythmologue qui va être un chapitre plutôt de prévention parce qu'on sait que selon certains critères, des patients qui ont une insuffisance cardiaque souvent avancée, sévère, sont exposés, aussi bon le traitement instauré soit-il, à un risque de troubles rythmiques ventriculaires graves qui peut survenir sans prévenir et conduire à une mort subite. Chez ces patients qui ont été soigneusement
identifié au préalable, on connaît le risque rythmique important et on se trouve face à donc un risque difficilement anticipable, raison pour laquelle on peut leur proposer un dispositif de prévention, une sorte d'airbag, si vous voulez, comme si on faisait le parallèle avec l'automobile, donc on pourrait implanter un dispositif de prévention de la mort subite qui est donc ce qu'on appelle un défibrillateur. Alors le défibrillateur, il y a plusieurs sortes de défibrillateurs, hein. Donc il y a des défibrillateurs qui s'implantent comme les pacemakers, et il y a des défibrillateurs qui se mettent juste sous la peau, ce qu'on appelle les défibrillateurs sous-cutanés, ou plus récemment les défibrillateurs avec sonde intrathoracique. Le principe de l'implantation de ces défibrillateurs, c'est vraiment de protéger le patient d'une mort subite. Le défibrillateur va agir un peu comme un ange gardien, c'est-à-dire qu'il va être implanté dans le patient, écouter en permanence son rythme cardiaque, et il va intervenir immédiatement si jamais le patient concerné développe une arythmie létale, généralement une fibrillation ventriculaire, qui va être immédiatement diagnostiquée par le défibrillateur, qui va alors délivrer un choc électrique pour ressusciter le patient. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième grand chapitre, donc un chapitre de prévention. C'est-à-dire que les défibrillateurs n'améliorent pas la fonction du muscle cardiaque, mais ils améliorent la survie des patients en permettant de leur corriger immédiatement un trouble rythmique ventriculaire grave qui pourrait survenir. C'est fantastique, en fait. Donc, on voit la rythmologie a une place extrêmement importante quand même dans l'insuffisance cardiaque, et notamment dans les traitements non médicamenteux. Merci beaucoup, Nicolas Mignot. Avec plaisir.